est dramatique. Vous voyez qu'ici, vous avez le revenu médian des campagnes, le revenu médian des villes en 2005, en 2008. Ça n'a fait que s'augmenter. C'est à partir de 2010 qu'ils essayent de contrer ça. Mais voilà la question de fond. Pour ça, l'urbanisation est cruciale. L'urbanisation, vous avez donc ça veut dire qu'il y a bien une espèce d'exploitation du rural, puisque vous avez une différence de 1 à 10 de revenus, alors que la différence de productivité, c'est environ 1 à 5. Donc en effet, le revenu rural est très bas. Donc, et on sait pourquoi en plus, hein, parce que les paysans n'ont pas la propriété de leurs terres avec la valeur des terres qui correspond, et que c'est complètement confisqué par les gouvernants locaux. Donc la question de l'urbanisation, elle est cruciale. Si vous faites passer 300 millions de gens de la ville à la campagne, de la campagne à la ville à 20 ans, vous descendez de 50% de la population active à la campagne à 20%. Je signale que nous sommes à 3-4% de population, 5% de population rurale, pas plus. Les États-Unis, pareil. Donc, mais la Chine peut être un pays qui restera plus rural qu'en permanence. Ça ne veut pas dire qu'ils vont venir là non plus vers le niveau occidental. Cela dit, 50% de la population pour un pays développé, c'est clairement trop. Et donc, la hausse de productivité qui va découler d'un processus d'urbanisation de 300 millions de gens sur une durée de 20 ans est énorme. Donc c'est un facteur de croissance considérable. Et ça doit tenir, si vous voulez, on dit 5 à 6% de croissance d'ici 2030. Mais encore faut-il que cette urbanisation ne soit pas faite dans les conditions où elle s'est faite jusqu'ici. C'est-à-dire avec des coûts d'environnement gigantesques, avec des inégalités énormes d'implantation sur le territoire, avec des problèmes de coûts sociaux induits considérables sont liés à ça. Donc une nouvelle urbanisation, c'est pour ça qu'on met l'accent là-dessus, j'en dirai pas plus, je n'ai pas le temps, mais voilà. Le point essentiel de voir maintenant, et je terminerai là-dessus, et les détails, vous les verrez dans les slides, il suffit de les donner. Quels sont... Si vous pouvez, pour mener une réforme de ce type, on peut la mener de manière piecemeal, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire éparpillée, et on risque évidemment des aspects contradictoires, où on a un point de vue synthétique sur le mouvement. Toujours pareil, quel mouvement? Le mouvement de la deuxième phase de la réforme, avec comme, si vous voulez, logique intégratrice, comme je vous ai dit, la libéralisation des prix industriels. Le mouvement, et c'est les prix qui sont, si vous voulez, qui sont essentiels. Pourquoi? Ce que le Parti communiste a bien compris, c'est qu'il allait s'épuiser à vouloir continuer à faire dans une société complexe, qu'il a lui-même rendu complexe en la développant, du contrôle direct. Contrôle quantitatif, tatillon, je mets tel objectif quantitatif ici, quantitatif là, etc. C'est pas possible. C'était déjà plus possible. Et il a compris ça. C'est-à-dire que la deuxième phase de la réforme, en libéralisant tous les prix industriels, en faisant basculer du secteur public au secteur privé une masse énorme d'entreprises, n'a pas affaibli le Parti communiste, il l'a renforcé. Parce qu'ils ont été capables de mettre des outils indirects de contrôle. Et ces outils indirects de contrôle passent par les prix. Eh bien, aujourd'hui, les prix qui posent problème, c'est également la logique d'ensemble, c'est les prix des facteurs de production. Les prix des facteurs de production sont restés ceux de la période socialiste. Alors que les prix des biens sont passés à des prix d'une économie de marché. Il y a une contradiction qui se diffuse dans l'économie et que vous avez vu dans les graphiques de tout à l'heure, qui sont liés à ça. Donc, l'enjeu, et il n'est pas petite chose, c'est sur 20 ans de réaliser cette transformation du système des prix des facteurs de production. Et donc, vous voyez ce qui est en cause. Le prix du travail
Ben là, j'ai déjà expliqué ce qui permettait de lutter contre les conséquences de cette distorsion qui mène aux inégalités sociales. C'est d'abord faire monter les salaires. Deuxièmement, un contrat de travail pour tous. La loi existe. Le problème, c'est de la faire appliquer au secteur privé, notamment. Le secteur privé, en Chine, c'est une vraie jungle. Concurrence sauvage, féroce, avec des salariés qui n'ont pas de contrat, donc on peut en faire ce qu'on veut. Donc, faire passer la loi dans l'ensemble de l'économie et établir une négociation collective dans les grandes entreprises. Et pour cela, le gouvernement, vous voyez, il peut s'appuyer sur les luttes sociales en cours, de façon à ce qu'un processus de négociation collective se mette en place. Actuellement, vous avez certaines entreprises où où se discute cette logique. Ça va très très vite. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est le généraliser. Mais on voit dans le marché du travail quelles sont les réformes. Les autres aspects sont la protection sociale. C'est-à-dire, là, ça dépend vraiment de l'État. Donc, il y a un slide dessus, je n'ai pas le temps de le regarder. Mais la protection sociale, c'est un système de santé unitaire, de base, pour tous, qui est décidé et qui est en cours. Je veux dire, l'idée, c'est de le compléter d'ici 2015. Il y en a 80% maintenant des gens qui ont, si vous voulez, cette protection sociale de base. Elle est minimale. Mais il compte sur le GANSI, il compte sur le réseau de solidarité pour avoir des éléments qu'on n'a pas en Occident, qui sont le fait que dans la mesure où il existe des liens sociaux civils très forts, une partie de la protection sociale va être absorbée par ces liens sociaux. Et puis il y aura un étage qui va être un étage qui est lui un étage plus professionnel, et qui est lié aux cotisations qu'on peut donner aux entreprises. Mais ces deux éléments-là, une base commune pour tous, protection minimale, plus l'activation en quelque sorte des réseaux de solidarité, voilà les bases et donc vous voyez un système différent d'une autre.